Bonjour, Emmanuelle Delrieux, je suis psychologue, éco-psychologue et écoféministe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième étape du processus de guérison et de transformation du burn-out que vous pouvez retrouver dans ce livre Comment garder les pieds sur terre quand tout fout le camp. Donc nous avons pu voir lors de la première vidéo sur la première étape du processus de guérison du burn-out qu'il y a effectivement 5 étapes qui répondent à un temps long, à une dynamique interne à chacune de ces étapes. Et les connaître permet de se situer à un moment où on est complètement épuisé et où il est difficile de se repérer. La première étape, c'est donc dresser l'état des lieux, des causes de nos maux, en établissant un lien entre son écologie intérieure et son écologie extérieure. Là, je vous invite à aller consulter la première vidéo à cet effet. Une fois que nous avons dressé l'état des lieux, nous arrivons enfin à l'étape 2. Cette étape 2, elle est très particulière et elle peut être longue d'une personne à une autre, selon notre état de résistance. Donc cette étape 2, c'est de la confrontation à se changer, c'est le moment où on s'aperçoit qu'on fait un burn-out et qu'il va nous falloir transformer des comportements, des croyances, des manières d'être au monde. Et puis c'est le moment également où on se confronte aux souffrances que l'on a engendrées et qui ont été engendrées par ce burn-out. Donc, cette résistance, elle peut plus ou moins être longue et elle est consécutive à nos peurs et à nos conditionnements, à nos peurs, au fait de se confronter par exemple à son attachement, à l'attachement que l'on peut avoir envers certaines personnes, parfois des attachements qui peuvent être même toxiques. C'est le fait d'observer également notre peur de nous séparer ou la peur de l'exclusion, le fait de lutter contre l'impermanence et la finitude. Ça, c'est un moment qui est assez bouleversant pour les personnes qui sont en burn-out, des personnes qui ont par exemple plein de projets, qui sont vraiment dans des responsabilités fortes, que ce soit des responsabilités familiales ou des responsabilités professionnelles. Et lorsqu'elles vont se mettre en arrêt de travail, le premier choc de l'esprit, ça va être de se rendre compte que finalement, tout est impermanent. Et que même si elles sont plus à porter ces projets, eh bien c'est pas grave, peut-être d'autres vont le porter ou peut-être même ce projet va mourir, mais que finalement la vie elle continue. Et ça, c'est un moment qui est vraiment un choc, qui permet de reprendre sa vie en main et de comprendre finalement comment on est venu remplir sa vie par peur de la mort, par peur du vide, par peur de notre finitude. On va également regarder et observer les peurs du jugement. C'est des moments où on va avoir des résurgences traumatiques. Et puis, la résistance au changement, elle vient aussi parce qu'on a construit notre persona. Donc Carl Gustav Jung appelle la persona un peu ce masque social, ce masque identitaire sur lequel on se construit et où on a l'impression que c'est soi. Et pour continuer à faire vivre ce persona, eh bien, on va déployer une énergie phénoménale. Et le burn-out, c'est aussi l'occasion de mettre à plat ces masques sociaux et de se rendre compte que peut-être qu'on s'est construit sur une fausse identité de soi ou sur une identité de soi pour se faire accepter par le groupe, alors qu'en fait, in fine, on est autrement. Par exemple, je vous donne cet exemple d'une patiente hypersensible dans sa constitution, avec un fonctionnement à haut potentiel intellectuel et une hyper-empathie, qui a vécu du harcèlement lorsqu'elle était au collège. Et finalement, ce harcèlement qui n'a pas été pris en charge, elle s'est construite autour de son traumatisme et s'est dit, voilà, maintenant pour être acceptée par le groupe social qui rejette la sensibilité, puisque nos groupes sociaux sont construits à partir de normes patriarcales, où la sensibilité est rejetée et vue comme une vulnérabilité, eh bien elle s'est construite, elle a construit une personnalité beaucoup plus dure, avec le fait de prendre soin des autres, de se mettre au service des autres et de transformer son hypersensibilité comme l'occasion de se faire accepter dans le groupe avec un peu une posture peut-être maternelle et de prendre soin. Et son burn-out l'amène à prendre conscience que cette manière de faire n'est plus possible en fait. Ça l'a conduit à trop d'épuisement.
Donc une partie du travail pour elle va consister bien sûr à aller travailler la resurgence traumatique autour du harcèlement, mais également comment elle a construit sa personnalité autour de la croyance qu'être hypersensible, c'est être vulnérable. Donc tout ce moment de résistance au changement dans l'étape 2 amène les personnes à plus ou moins une temporalité longue de cette étape. Il y a des personnes qui, tout d'un coup, lorsqu'on va leur dire « en fait, là, vous êtes en train de faire un burn-out », vont se rendre compte des souffrances internes qu'elles vivent dans leur corps et dire « ok, bon ben en fait là, j'arrête. Je comprends que j'ai pas le choix que de changer. » Et finalement, cette étape, elle va durer 2 à 3 semaines. Et puis, il y a des personnes qui vont résister parce qu'elles sont prises dans un scénario. Et ces scénarios, ce sont lesquels ? Eh bien, ce sont 3 scénarios, exactement les mêmes que l'on a avec la planète. Soit on a le scénario du business as usual, c'est-à-dire on s'est construit autour de ce modèle capitaliste qui consiste à produire plus, consommer plus et tout le temps aller à l'extérieur, mettre l'énergie dans la matérialisation, dans la construction, dans la production, sans prendre en compte le besoin de régénération de la terre, sans prendre en compte le besoin de régénération de nos corps, sans prendre en compte non plus le phénomène de recyclage et encore plein d'autres phénomènes qu'on ne prend pas en compte dans le business as usual. Et bien ça, c'est la même chose pour les personnes qui sont en burn-out, qui se construisent avec ce scénario intérieur. On a beau leur dire, mais là, vous faites un burn-out, il va falloir s'arrêter. Elles continuent en disant, non, mais en fait, c'est bon, j'ai encore de l'énergie, et puis je peux pas m'arrêter, parce que vous vous rendez compte, il faut continuer à produire, il faut continuer à faire pour exister. Il y a le deuxième scénario, le grand effondrement. C'est le moment où on s'aperçoit que ce scénario du business as usual ne tient plus la route. On se rend compte que nos ressources sont complètement épuisées, que ce modèle social, mais aussi ce modèle de construction interne de ce persona à l'intérieur de soi ne peut plus continuer à fonctionner également. Et là, va se vivre un grand effondrement. C'est le moment en fait où on résiste, parce que plus on résiste et au changement, et plus finalement le corps n'a plus le choix que de nous mettre dans cette situation d'effondrement. C'est-à-dire ce moment où ce sont les signaux camions qui arrivent, voir la toute première vidéo sur les symptômes du burn-out, c'est-à-dire ce moment où le corps ne se relève plus. Donc là, ce sont mes patients où on avait beau leur expliquer qu'ils font un burn-out, qu'il n'y a pas le choix que de s'arrêter sur un temps long, mais qui résistent, et qui vont me dire, mais là, en fait, je peux plus me lever. Et qui vont rester 6 mois alités, par exemple. Et on a le troisième scénario. C'est ce moment où on se dit, ok, en fait, je comprends que le business as usual, c'est plus possible. Je comprends que j'ai généré des souffrances. Et là, je vais mettre le peu d'énergie qui me reste au changement de cap. Donc, c'est le scénario peut-être le plus confortable, en tout cas pour une thérapeute, lorsqu'on accompagne les personnes en burn-out. C'est le moment rapide où le patient rentre en alliance avec lui-même et se rend compte vraiment des conséquences de souffrances internes et des dégâts internes qui se produisent. C'est le moment aussi où on se rend compte au niveau de la Terre des dégâts du business as usual et on décide d'activer des forces de robustesse et de résilience pour le changement de cap. Donc cette étape 2, vous le comprenez, elle est un peu en 2 parties, vraiment toute cette première partie qui est comment on va faire avec notre résistance au changement, en comprenant cette loi que plus on résiste à l'acceptation de notre burn-out et donc au changement qu'il y a à effectuer, plus le temps va être long, mais plus le risque d'effondrement va être grand. Et puis il y a cette deuxième partie où, que malheureusement ce soit parce qu'on a trop résisté et que finalement on s'effondre, ou que ce soit parce qu'on a compris et qu'on va vers le changement de cap, on va vers l'acceptation. Alors qu'est-ce qu'on vient accepter ? Souvent les personnes me disent mais là, je peux pas accepter, ce serait me résigner, ce serait abdiquer ou ce serait poser les armes. Accepter, c'est pas ça. En fait, on va venir accepter d'intégrer la réalité de l'épuisement des ressources internes ou du vivant. C'est parce qu'on va accepter en conscience l'impératif d'un changement radical de mode de vie et de consommation. Mais c'est surtout parce qu'on va venir se relier à notre corps, à nos émotions
et aux signes, au dialogue que le corps essaie d'établir avec nous-mêmes. Et ces mouvements corporels et émotionnels, générés par nos peurs, par nos résistances, tels que la crispation, l'étouffement, les tensions, les souffrances, les maladies, l'angoisse dans le ventre, qu'on va accepter de changer, c'est-à-dire de passer à la 3e étape. Mais pour cela, au moment où il y a l'acceptation, il y a en même temps la levée des résistances qui arrive. Et c'est là où tout le travail thérapeutique va consister à sécuriser le terrain intérieur. On ne peut basculer vers une transformation dans le cas du burn-out que si et seulement si on sécurise son terrain intérieur. Plus on va venir sécuriser, plus les résistances vont lâcher. Donc sécuriser le terrain intérieur, ça veut dire quoi? C'est très concret. C'est venir sécuriser nos ressources financières et le travail. Il y a besoin de savoir comment on va vivre financièrement pendant ce temps de guérison. Il y a besoin aussi d'aller sécuriser l'espace de nos collègues, l'espace de la famille aussi, l'espace de nos proches. Sécuriser le terrain, c'est aussi s'entourer des bons alliés. Des bons alliés, c'est-à-dire de nos proches, qu'ils et elles sachent finalement qu'est-ce qu'on est en train de vivre et comment elles peuvent venir nous aider, nous soutenir pendant cette période. C'est trouver les bons tuteurs et tutrices de résilience, c'est un terme de Bruce Cyrulnik, pour dire que on a besoin de s'entourer de bons thérapeutes, mais aussi d'amis qui vont venir nous soutenir, nous porter pendant ce moment-là. Et puis sécuriser le terrain, c'est aussi apprendre à nommer le burn-out. Sécuriser le terrain, c'est aussi faire alliance avec la médecine du travail, c'est trouver un bon médecin, c'est trouver aussi un bon psychiatre, c'est trouver aussi un ou une bonne psychologue. Et puis sécuriser le terrain, ça va être celui de sécuriser le système nerveux. Donc pour cela, il faut apprendre et surtout avoir le bon traitement pour apaiser le système nerveux. Que ça aille de la phytothérapie avec des plantes alliées comme la millepertuis pour l'antidépresseur, la valériane, la passiflore pour l'anxiolytique, ou cette plante extraordinaire qui est la griffonia, qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui elle a un spectre plus large sur le système nerveux, qui vient à la fois agir en anxiolytique et aussi en antidépresseur, jusqu'à l'allopathie. Parce que parfois, lorsque on a été trop loin dans la résistance au changement et qu'on a choisi malgré soi ce scénario de l'effondrement, notre système nerveux est dans un tel état qu'il n'y a pas le choix que de prendre de l'allopathie pendant au moins 6 mois afin d'aider le système nerveux à retrouver un fonctionnement plus ou moins équilibré. Mais dans tous les cas, prendre soin de ce système nerveux est fondamental. Sur le plan, effectivement, de la phytothérapie et de l'allopathie. Et puis, on va prendre soin aussi de ce système nerveux en commençant à apprendre dès cette étape 2 des techniques et des outils essentiels à la régénération de son système nerveux dans le quotidien. Et ça va passer par apprendre un peu de toutes ces techniques, à savoir des arts internes comme le yoga, le qigong, le tai chi, apprendre des techniques méditatives telles que le protocole d'MBSR de Kabat-Zinn ou la méditation de pleine présence, la méditation d'autocompassion qui est vraiment essentielle dans cette période-là pour pouvoir apaiser les culpabilités, les résistances, les peurs, le persona intérieur qui résiste face au changement. On va apprendre des pratiques de reconnexion qu'on développe par exemple dans la sophrologie kaysédienne, qu'on va venir développer aussi avec l'hypnose et l'auto-hypnose, qu'on va venir développer dans l'écothérapie, la micropraxie, la somatic experience, la médecine chinoise, l'Ayurveda. Et on va accompagner cette sécurisation du terrain de notre système nerveux, émotionnel et cognitif également, avec des temps en nature. Ça, c'est fondamental. J'ai des patients qui me témoignent systématiquement que ça va être un arbre, que ça va être un endroit, une rivière, la mer, des balades qui sont venues vraiment les régénérer en profondeur. Donc, je vous invite à mettre en place, par exemple, un site spot qui est de trouver un endroit en nature où vous allez vous déposer tous les jours ou tous les 2 jours et juste faire rien, juste observez la nature autour de vous, observez vos sensations corporelles dans cet endroit et laissez prendre le temps, contempler. Donc, si je résume cette étape 2, c'est un temps qui est très particulier, qui est vraiment relatif
la résistance que vous allez mettre à accepter les souffrances qui ont été générées par votre manière de fonctionner avec vous-même, plus vous résistez et plus l'effondrement va être douloureux et fort. Et une fois que vous allez accepter ce changement, il y a la mise en place de cette sécurisation du terrain. Plus vous allez sécuriser votre terrain à tous les endroits de votre vie, et plus vous allez accepter de lâcher vos résistances et d'entrer dans la troisième étape, qui est celle de régénérer son lien au vivant et son lien à soi. Je vous propose d'explorer cette troisième étape lors d'une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.